Connue jadis comme un haut lieu de la piraterie, Sainte-Marie est aujourd'hui l'une des perles du tourisme à Madagascar. Balayée par la brise marine de l'océan Indien, la petite île s'énorgueillit d'offrir aux visiteurs le spectacle des baleines, la richesse de sa culture, notamment de ses monuments funéraires qui datent des années 1500. Découvertes et histoire vous attendent sur cette île malgache. À Sainte-Marie, quand le ciel est dégagé, les contours de la grande île se dessinent à l'horizon. Sainte-Marie se situe à seulement 10 km de la côte est malgache. Au-delà de ses paysages de cartes postales, de ses plages de sable fin et de son lagon turquoise, l'île Sainte-Marie apparaît avant tout comme un espace préservé, un havre de paix, une île jardin à la végétation luxuriante, où la population vit des produits de cette nature généreuse. La culture traditionnelle du riz permet d'abord de se nourrir avant de s'enrichir. On n'a pas de grandes surfaces cultivables, mais chaque famille possède un demi-hectare ou un peu plus, suivant le nombre de descendants d'une famille. Sur l'île, le développement agricole reste limité, le maraîchage notamment. Au marché de la capitale, à Ambodifoutre, les produits vendus sont pour la plupart importés de la Grande Terre. Importés également ces zébus qui traversent le canal à bord de pirogues et de boutres. Le dimanche matin, les familles catholiques se retrouvent en grand nombre dans la plus vieille église de Madagascar. Les Sainte-Mariens chantent et prient avec ferveur. 70% de la population est chrétienne. La deuxième religion est l'islam. La majorité des 20 000 habitants logent dans de petites cases traditionnelles, fabriquées de bois de palétuvier et de feuilles de ravenal. Hormis l'école pour les enfants, aucune activité ne semble planifiée. Ici, la population vit au jour le jour, improvisant son quotidien au gré des besoins et des ressources offertes par la nature. Une vie presque hors du temps. Peu de voitures circulent sur l'île Sainte-Marie. Une seule route de 63 km traverse l'île. Les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Sainte-Marie est administrativement rattachée à la province de Tamatave, mais elle jouit d'une relative indépendance. Souvent, quand on s'adresse à des Saint-Mariens, qu'on leur parle de cette crise qui est en train ou de celle qui était avant, on leur demande leur avis sur la crise en question. Et souvent, les Saint-Mariens disent sur Madagascar, là-bas, oui, il y a une crise politique. Bon, ce qui veut dire qu'ici, c'est tout à fait... Enfin, ils se sentent un petit peu à part et pas trop concernés par ce qui se passe sur la Grande Terre. À Sainte-Marie, le tourisme se développe progressivement.
Si la saison des baleines attire de plus en plus de touristes, l'île offre tout au long de l'année un cadre idéal de repos et de dépaysement. Chaque année, Sainte-Marie accueille des milliers de visiteurs, adeptes notamment d'écotourisme. De nombreuses structures hôtelières et chambres d'hôtes sont recensées. Les établissements misent majoritairement sur le respect de l'environnement, avec une parfaite intégration dans le paysage. Discrétion, confort et sobriété, à l'image du Princess Bora Lodge, l'un des plus prestigieux hôtels de l'île. Cet hôtel a 10 ans, c'est une petite capacité, il a été intégré dans un site un petit peu protégé, qui était un endroit où il y a une végétation dont les arbres ont plus de 300 ans. Et on a voulu garder cet esprit pour pouvoir intégrer à l'intérieur ces 20 petites villas. On a eu une volonté de s'intégrer dans le paysage, on a voulu faire uniquement avec les matériaux qu'on trouvait sur place. Donc on a travaillé la pierre, on a travaillé la feuille d'arbre du voyageur qui sert à toutes les structures de toit. Des artisans locaux qui sont sur place, qui ont été formés pour justement la mise en place et puis la construction de ces villas. Situé dans une vaste cocotteraie, en bordure d'une plage de sable blanc, l'hôtel dispose d'une vingtaine de villas. Cet établissement haut de gamme bénéficie d'un splendide spa. Dans une ambiance intimiste, les masseuses aux mains expertes et délicates procurent un instant de totale relaxation. Gommage, bain aux huiles essentielles, au miel sauvage ou encore massage relaxant à la fleur d'ylang. Cet hôtel offre l'une des meilleures tables de Sainte-Marie. Avec sa cuisine d'influence créole, française et malgache, le chef met l'accent sur la qualité des produits, notamment les poissons et crustacés livrés le matin même par les pêcheurs. Comme le Princess Bora est un hôtel de haut de gamme, les exigences sont vraiment sévères ici. Par exemple, pour les produits de la mer, il faut qu'ils soient toujours frais. Et à force de l'exigence aussi, les gens s'habituent aussi. Parce que ça ne se vend pas à Sainte-Marie tous les produits. Et dès qu'il y en a un hôtel qui achète, ils sont obligés de suivre notre norme. Pour accompagner ces plats raffinés, l'établissement abrite l'une des meilleures caves de Madagascar. Elle compte environ 300 bouteilles, des vins dont l'histoire sont intimement liées à cette région de l'océan Indien. Nous avons des vins sud-africains, bien sûr, et des vins français qui font partie de ces vins qui ont transité dans l'océan Indien. Je vous propose de déguster un vin français issu du Pinot Noir, justement. Avec l'installation progressive de structures hôtelières construites à partir de matériaux locaux, une nouvelle activité a vu le jour depuis bientôt 10 ans, celle des tailleurs de pierre. Ils sont une vingtaine. Tous viennent des hauts plateaux, notamment de la capitale malgache. Tout Sainte-Marie en fait est un gros bloc de granit qui était rattaché apparemment à l'époque à Madagascar. Mais vraiment, il y a très peu de terre sur Sainte-Marie. C'est un bloc de granit. Là, on est vraiment quasiment sur le point haut de Sainte-Marie. Le processus, donc, c'est qu'ils partent à partir d'un gros bloc, hein, dans lequel ils vont faire à peu près ce qu'on a vu tout à l'heure, des petites encoches. Et ensuite, avec des coins, ils vont taper sur ces encoches le long d'une ligne. Et ils vont briser la roche-mère, comme on dit, au départ comme ça. Et ils vont ensuite les casser petit à petit pour venir faire des moellons de différentes tailles en fonction de la commande du client. C'est la pêche qui rythme le quotidien des familles. Toutes les générations y participent. La technique la plus impressionnante est réservée aux femmes et aux enfants. Parfois, elles sont plus d'une centaine à pêcher dans le lagon. Formant un cercle qui se resserre petit à petit, elles frappent l'eau pour piéger les poissons dans les mailles du filet. Pratiquée à marée basse, cette technique ancestrale s'avère destructrice, car ce sont essentiellement les petits poissons qui sont pêchés.
Une prise de conscience collective semble s'opérer progressivement au sein de la population locale pour préserver cette ressource naturelle. Une évolution observée par le directeur général de la Société de pêche de Sainte-Marie. Aujourd'hui, on essaye d'emmener les gens à utiliser de plus en plus le masque et le tuba, qui leur permet d'éviter de marcher sur les coraux et de pouvoir tirer une pitance plus régulièrement du lagon, tout en préservant les récifs. Et on s'aperçoit d'ailleurs que de nombreux villages se sont créés autour de cette activité et un nombre de plus en plus conséquent de gens vivent de ces produits de la mer. Basée sur l'îlot Madame, cette société franco-malgache est l'entreprise la plus importante de l'île. Elle emploie près de 160 personnes à temps plein, dont 80 marins qui sillonnent le sud-ouest de l'océan Indien. Indirectement, SPSM fait vivre environ 1000 familles de l'île. Ces dernières revendent à la société une partie du produit de leur pêche. Le reste nourrit le foyer. Le poulpe est le produit phare de la société. Elle en exporte plusieurs tonnes par an. Le conditionnement est effectué sur place. On nettoie les poulpes, on enlève les becs, le bec, on enlève les yeux. S'il y a un trou, on nettoie. Quelquefois, il y a des encres là-dedans. Après, on les lave et on met dans le barat. Barat, c'est la machine qui rend les poules plus jolies par rapport à ce qu'on a fait avant. On les brosse avec la main. Après, quand ça sort, les poulpes, c'est un peu mou. Donc, avec le barat, les poulpes, ça sort bien fort. Et après, on arrive à voir la forme comme on veut. Ensuite, les poulpes sont congelées, prêtes à l'export, en majorité à destination de l'Europe. La société commercialise également des langoustes. Les crustacés arrivent vivants. Ils sont conditionnés dans l'eau glacée, puis nettoyés avant d'être congelés. Tous les vendredis, sur le quai de la pêcherie, c'est l'effervescence. Après plusieurs jours passés au large, on débarque et on pèse le produit de la pêche. 5 à 6 tonnes en moyenne pour les bonnes marées. Capitaine, Vivano, Mérou, Bourgeois, Dorade, Thon ou encore Tazar. Ce matin, c'est la quasi-totalité de cette marée qui va effectuer le voyage à bord du Cap Sud, destination La Réunion. En frais ou en congelé, la SPSM exporte chaque année 350 à 400 tonnes de poissons. En tout, plus de 1000 tonnes de produits de la mer sont exportés annuellement de Sainte-Marie. Aujourd'hui, la collecte proprement dite doit représenter aux alentours de 600 tonnes pour la SPSM, tout produit confondu. Et la pêche qui est représentée par les bateaux doit représenter entre 350 et 400 tonnes selon les années. Voilà, ces produits donc sont valorisés principalement sur l'Europe ou sur la Réunion. Sainte-Marie est aussi une île chargée d'histoire. Les plus anciennes cartes le mentionnent sous le nom de Nossi Ibrahim. C'est en 1506 que des navigateurs portugais donnent à l'île le nom du saint du jour, Santa Maria. À l'époque, l'île présente peu d'intérêt pour les bateaux de passage. C'est au début du XVIIIe siècle que la Compagnie des Indes s'y installe. Vestige de cette présence, la prison de la Compagnie, aujourd'hui caserne de l'armée malgache. Point de ravitaillement stratégique pour les navires marchands sur la route des Indes, l'île prend de plus en plus d'importance. En 1857, la première église catholique de Madagascar voit le jour à Sainte-Marie. Évidemment, dans ces bateaux, il y avait des évangélistes qui en ont profité pour descendre et commencer à construire la première église, ici à Sainte-Marie. Est-ce qu'on a des preuves concrètes que c'est la première église de Madagascar ? Oui, d'une part, on a des preuves écrites de la part de l'Église.
Ils se sont installés ici parce que, au départ, Madagascar ne les intéressait pas. C'était juste Sainte-Marie, cet intérêt géographique pour le ravitaillement. Et à la création de cette église, ils ont créé ce nouveau cimetière qui est aujourd'hui le cimetière officiel de l'île. Et on continue effectivement à enterrer du monde là. Un autre pan important de l'histoire de Sainte-Marie est intimement lié à la piraterie. Entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle, ces criques et baies accueillent des centaines de pirates, dont certaines figures emblématiques telles que William Kidd ou encore Olivier Levasseur, surnommé la Buse. Située sur 2 importantes routes commerciales, Sainte-Marie offre aux flibustiers de parfaits points de vue sur les navires revenant des Indes, les cales débordantes de richesses. Surplombant la baie, le cimetière des pirates est uniquement accessible à marée basse. Un sentier mène à plusieurs pierres tombales. Et sur quelques-unes d'entre elles, l'emblème des pirates, donnant lieu à des adaptations historiques de la part de certains guides. Comme l'histoire de ce monsieur-là, il était ivre dans un bar comme ça. Les pirates, ils arrivent. Ils ont porté avec eux ce monsieur-là dans leur bateau. Les bons matins comme ça, le monsieur, il réveille, il ne voit même pas la terre, même pas une maison. Après, il a accepté de devenir pirate. S'il n'a pas accepté de devenir pirate, sinon être esclave des pirates, sinon il coupait la gorge. Une version pour le moins romancée, dont la véracité d'abord remise en cause par la chronologie de l'histoire de la piraterie. Il suffit juste de regarder les dates qui sont inscrites sur la plupart des tombes. La plupart des décès se situent entre 1830 et 1850 pour la plupart. Or, on sait tous très bien aujourd'hui, avec tous les écrits, que le dernier pirate à avoir quitté Sainte-Marie, c'est la Buse en 1730, c'est-à-dire un siècle avant. Donc il est incontestable que ce cimetière, il n'y a aucun pirate qui a été enterré. Maintenant, ça ne change rien au fait que ça a été effectivement un haut lieu de la piraterie, avec juste devant nous l'île au Forban, qui est l'île où est censé être le fameux trésor de la Buse. De l'autre côté de la digue, sur l'îlot Madame, le palais de la reine Betty, fille du roi Ratsimila, lui-même fils de pirate et premier roi Bensimsarak de l'île. Les Bensimsarak composent l'ethnie originelle de Sainte-Marie. Betty devient reine après la mort de son père. Son histoire d'amour avec la Bigorne serait à l'origine de l'attachement de Sainte-Marie à la France en 1750. Cette reine Betty a habité là, donc dans ce palais, qui a subi un incendie et qui malheureusement n'a pas été reconstruit à l'identique. Cette reine Betty est aussi ce personnage qui a épousé ce fameux caporal la Bigorne, naufragé de la Réunion, et qui par la suite va faire don de cette île à la France. Une histoire d'amour, c'est le point de départ de l'histoire de Sainte-Marie, étroitement liée à la France jusqu'à l'indépendance de Madagascar en 1960. Les Saint-Mariens voulaient rester français, il y a eu un référendum, les Saint-Mariens voulaient rester français et il était difficile de garder Sainte-Marie et les Saint-Mariens ont eu une petite compensation, c'est que certains d'eux ont pu, quand ils ont regagné un territoire français, rester français. Un attachement visiblement réciproque aujourd'hui, puisque plus de 200 Français résident à Sainte-Marie. Ils n'étaient qu'une dizaine il y a 30 ans. Beaucoup d'entre eux se sont installés à quelques coups de pagaie sur l'îlot Nat. En quelques minutes, les piroguiers accostent près du village d'Anirib. Au sommet de l'îlot Nat, le phare de Blévec offre un panorama imprenable sur la barrière de corail et le lagon vert turquoise. Bordée d'une plage de sable fin, cette île minuscule est un coin d'Éden, où les véhicules à moteur sont interdits.
ce n'est pas sur l'île aux Nattes, mais à Voïlave que Monique et Gérard profitent de la douceur de vivre de Sainte-Marie. Installés dans leur maison, les pieds dans l'eau, ce couple de retraités en provenance des Ardennes coule des jours heureux. Le mode de vie à Sainte-Marie, c'est déjà ça. Pas d'heure. On se réveille à l'heure qu'on veut, la baignade devant la porte, et puis calme. Ce qu'on ne peut pas faire le jour même, on le fait le lendemain. Il ne faut jamais se presser. De toute façon, on a tout notre temps. J'espère qu'on aura beaucoup de temps à Sainte-Marie. La majorité des habitants vivent sur la côte ouest. Si le littoral et les plages de sable blanc sont très prisées, une traversée par l'intérieur des terres est un vrai dépaysement. L'océan abandonne soudain le premier rôle pour une immensité verdoyante où les habitations ont disparu. Rizières, forêts de manguiers, arbres du voyageur ou girofliers définissent le paysage. Sur notre chemin, de la fumée se dégage. Voici l'un des tout derniers alambics de Sainte-Marie. Après la floraison, ce jeune couple distille chaque jour 150 kg de feuilles de giroflier pour une production de 5 litres d'huile essentielle. La production sera en grande partie exportée dans le sud de la France, à Grasse, capitale mondiale du parfum. Ce savant mariage entre vapeur d'eau et huiles essentielles, cet art de la distillerie, ce chef de famille l'a hérité de son père. Mais cette activité est aujourd'hui menacée par la déforestation. C'est une activité qui se pratiquait beaucoup dans les années précédentes à Sainte-Marie? Oui, donc à Sainte-Marie, il y en avait apparemment énormément. C'était une île un peu à l'image de Zanzibar, avec énormément de girofliers. Et la distillation a diminué tout simplement parce que la forêt a disparu avec, parce qu'il faut énormément de bois pour faire cuire ce girofle. Et la forêt a disparu, donc les alambics avec. En poursuivant notre traversée par l'intérieur des terres, nous arrivons dans l'un des rares villages de l'île, à ne pas être installé sur la côte. Après 5 km de piste, un splendide point de vue sur le littoral est s'offre à nous. À 60 mètres d'altitude, les charmes de la baie d'Ampani se dévoilent. La baie, avec sa lagune ouverte sur l'océan au sud, est fermée au nord par une mangrove, la plus importante de l'île. C'est dans cette eau saumâtre, mélange d'eau douce et d'eau salée, qu'une grande partie de la faune aquatique de Sainte-Marie voit le jour. Carangues, mérous, barracudas, crabes et autres crevettes remontent la lagune pour venir pondre. Une nurserie naturelle où les juvéniles de mer grandissent protégés des prédateurs dans cet enchevêtrement de racines. Au fil des saisons, les branches des palétuviers plongent puis se fixent au fond de l'eau. Mais cette forêt lacustre est aujourd'hui menacée, notamment en raison des qualités du bois de palétuvier, traditionnellement utilisé dans la construction des maisons. Aujourd'hui, des mesures de protection sont prises par les autorités pour sauver la mangrove. Les deux menaces qui pèsent sur la mangrove aujourd'hui, donc c'est la déforestation pour construire les pilotis des maisons, puisque c'est un bois imputrescible, et l'autre c'est le remblai de certaines mangroves pour en faire des terrains constructibles. Parce que un terrain constructible aujourd'hui prend de plus en plus de valeur pour les investisseurs. Quittant la mangrove et traversant une vaste cocotteraie, notre périple s'achève sur l'un des plus beaux sites de Sainte-Marie, pourtant très peu fréquenté, la plage d'Ampani. Longue de 25 km, la plage est protégée de l'océan par un vaste lagon. La seule activité humaine est l'œuvre de quelques pêcheurs. À 1000 lieues de l'agitation et du stress des sociétés occidentales, cette quiétude, cette douceur de vivre illustre parfaitement l'état d'esprit des habitants de Sainte-Marie. Un dicton africain le résume en quelques mots. Vous avez l'heure, nous avons le temps.